Chers téléspectateurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler des économies émergentes et plus précisément des BRICS. L'acronyme pour le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le nouveau président chinois Xi Jinping s'est rendu il y a peu en Afrique du Sud pour participer au 5e sommet des BRICS, une rencontre qui retient de plus en plus l'attention du monde entier en raison du poids croissant de ces économies émergentes. Et quel rôle a joué et jouera le groupe BRICS dans l'économie mondiale? Aujourd'hui, nous allons faire une analyse avec nos deux invités. Monsieur Ding Yifan, chercheur du Centre de recherche pour le développement du Conseil des affaires d'État, et Madame Tai Dongmei, spécialiste de politique internationale à l'Université des langues étrangères de Pékin. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Et avant de commencer notre discussion, voyons ensemble un reportage sur des BRICS. Le 5e sommet des pays BRICS s'est tenu les 26 et 27 mars à Durban, en Afrique du Sud, et a eu pour thème BRICS et Afrique, partenariat pour le développement, l'intégration et l'industrialisation. Ceci fait suite à l'adhésion de l'Afrique du Sud au groupe BRICS et montre que les liens se resserrent entre les pays BRICS et le continent africain. L'un des sujets phares de ce sommet est le développement des infrastructures de l'Afrique. Se sont tenus également des dialogues entre les dirigeants des pays BRICS et des dirigeants africains. Autre sujet important cette année, la mise en place de la Banque de développement Sud-Sud, dominée par le groupe BRICS. Cette banque serait financée par les pays BRICS à raison de 10 milliards de dollars chacun pour son capital initial. Ces ressources seraient mises à la disposition des pays BRICS, des économies émergentes et d'autres pays en voie de développement pour des projets d'infrastructure et de développement durable. Un système de change, des réserves de devises étrangères, ainsi que d'autres sujets en rapport avec la Banque Sud-Sud, tout cela ensemble pourrait apaiser les impacts négatifs de la récession des pays développés sur les pays BRICS. À l'heure actuelle, les échanges commerciaux annuels au sein du bloc BRICS se chiffrent à 300 milliards de dollars. En 2015, ils pourraient atteindre 500 milliards. Enfin, d'autres sujets tels que la mise en place d'un groupe de réflexion des BRICS et d'un comité des affaires commerciales ont également été au menu des discussions. Et Madame Da, on a vu dans le reportage que le thème du sommet de cette année est BRICS en Afrique, partenariat pour le développement, l'intégration et l'industrialisation. Comment interprétez-vous ce thème? Effectivement, ce thème nécessite un décryptage car il contient plusieurs mots-clés qui sont à la fois riches en signification et très liés entre eux. Les BRICS et l'Afrique, par exemple, en ce moment, les BRICS regroupent des économies qui sont présentes sur 4 continents. S'ils prennent l'Afrique comme partenaire économique, c'est-à-dire c'est un mécanisme qui est fondamentalement intercontinental. Par le développement, on peut dire c'est le développement économique, bien sûr, mais c'est aussi le développement durable, c'est-à-dire en respectant l'homme, en préservant l'environnement et en réformant des systèmes qui ne sont plus adaptés en place. Alors par le mot intégration, il y a aussi 2 niveaux. Il y a bien sûr l'intégration entre les partenaires, c'est-à-dire une coopération approfondie dans divers domaines. Mais il y a aussi la participation dans le concert des nations du monde et le renforcement d'un rôle, bien sûr, sur la scène internationale. Par le mot industrialisation, oui, le mot est plus concret, mais le sens n'en est pas moins riche. Au premier abord, bien sûr, cela veut dire l'industrialisation de l'Afrique. C'est bien sûr, cela signifie bien sûr le transfert de technologies, l'établissement des mécanismes des marchés. Ça va viser à rendre l'Afrique plus autonome, plus indépendante dans le futur. Et l'industrialisation, c'est quand même une tâche très lourde. Oui, l'industrialisation est un mot très général qui couvre tous les secteurs. Donc, selon vous, quels sont les potentiels de coopération entre les BRICS et le continent africain? Je pense que le potentiel de coopération est énorme. Regardez bien, le continent africain, c'est pratiquement le continent le plus riche en termes de ressources naturelles et d'énergie. En termes de population, la démographie africaine est en croissance et il y a suffisamment de manœuvres en Afrique, mais seulement il faut un entraînement continu et constant en Afrique
pour que la main-d'œuvre africaine soit adaptée à la tâche de l'industrialisation. C'est la première fois que le continent africain s'est lancé dans le processus de l'industrialisation. L'Afrique a été colonisée par les puissances européennes, mais les Européens n'ont jamais entrepris d'industrie ou d'industrialisation dans ce continent. La forme traditionnelle d'exploitation des ressources du continent africain est que les sociétés commerciales ou les entreprises européennes développent l'exploitation des ressources sur place et les transportent vers leur pays d'origine, c'est-à-dire vers les métropolitains, etc. Et là, la transformation industrielle se faisait. Alors, cette fois-ci, avec la participation des pays BRICS, en particulier à la présence des entreprises industrielles chinoises, beaucoup de choses se font sur place. Regardez bien ce qui s'est passé au Soudan, au Nigeria, etc. L'exploitation chinoise des ressources naturelles est complète. La Chine est en train d'aider les pays africains à construire des industries sur place. L'automobile chinoise, l'industrie automobile chinoise est en train de construire en Afrique du Sud, par exemple, des chaînes de montage, des usines de fabrication, etc., pour le marché africain. Et ça facilitera bien l'approvisionnement des produits industriels sur place, mais ça facilite aussi le développement de l'industrialisation sur place. Et effectivement, le président sud-africain Jacob Zuma a déclaré lors d'une interview que les entreprises occidentales devaient changer leur approche coloniale de l'Afrique au risque de perdre face à la compétition de la Chine et d'autres pays émergents. Mais de l'autre côté, on voit que les pays occidentaux accusent souvent les entreprises des pays émergents de ne respecter pas leurs responsabilités sociales ou d'être néocolonialisme. Donc, comment voyez-vous ce genre de dispute entre les anciennes puissances et les nouveaux entrants, en l'occurrence des pays BRICS? L'approche coloniale se réfère ici, bien sûr, à l'histoire africaine. Dans cette histoire, l'Afrique est souvent maintenue en dépendance au profit des colonisateurs. Et actuellement, l'Afrique est devenue dynamique. On prend l'exemple, par exemple, le commerce sino-africain. C'est un commerce qui a connu un essor ces dernières années. Il a été multiplié par 20, je crois, pour atteindre 200 milliards de dollars américains en 2012. Bien sûr, cet essor impressionne, mais cela inquiète surtout les anciennes puissances européennes qui sont plutôt bien implantées sur le continent africain. D'une certaine manière, le continent africain était regardé comme chasse gardée d'abord des anciennes puissances coloniales, puis même des pays qui n'avaient pas participé à ces aventures du colonialisme comme les Pays-Bas, etc. Mais eux aussi, les pays européens, regardaient l'Afrique comme leur chasse gardée. Donc, ça veut dire que ce genre de dispute n'est inévitable en quelque sorte? Oui, parfois, je pense que la compétition est inévitable au niveau des entreprises, surtout. Parce qu'une compétition saine pourrait pousser les entreprises à être innovatrices. Mais je ne pense pas que ce soit le cas pour les pays. Chaque pays pourrait trouver son compte, parce que le développement africain est loin d'être un jeu à somme nulle. C'est-à-dire, on peut toujours gagner quelque chose dans cette coopération. Ça pourrait être une coopération gagnant-gagnant. Oui, en fait, en Afrique, il y a aussi une tendance de coopération entre les pays ou les sociétés européennes et les sociétés chinoises. Souvent, ce sont les Africains qui remettent en doute et en question la coopération entre les Chinois et les Européens. Parce qu'ils contestent la bonne volonté des Européennes de contribuer au développement et à la participation des exploitations de ressources naturelles de ces pays. Ils disent que, eh bien, on était sous leur colonialisme pendant un certain nombre d'années, pendant plus d'un siècle. Eh bien, ils n'ont jamais voulu nous apporter la modernité ou l'industrialisation. Et maintenant, quand on commence ce genre de développement avec les Chinois, ils viennent revenir
sur le continent. Et il y a une méfiance. C'est ça. Et les Américains n'ont pas beaucoup de confiance en Européens de ce point de vue. Donc, on résume que les BRICS avec le continent africain, il y a bien un avenir, mais en même temps, cette année, il y a une autre question qui est au centre du sommet, c'est l'ordre financier international. Il est question dans le reportage de la Banque de développement Sud-Sud. Donc, quelle est l'origine de cette banque et à quoi servira-t-elle en priorité? De nombreuses raisons expliquent la création de cette banque de développement au sein des BRICS notamment. J'en évoque ici trois principales. D'abord, je pense que cette création s'explique par le manque de dispositifs qui sont adaptés aux besoins des pays en voie de développement dans l'actuel système. Certes, il y a bien sûr des institutions internationales financières qui sont issues du système de Bretton Woods, comme les FMI et la Banque mondiale. Elles ont accordé aussi des aides substantielles aux pays en développement, mais souvent ces aides sont assorties de conditions très exigeantes envers ces pays. Et d'ailleurs, ces institutions prennent en compte très souvent les préoccupations, les règles du jeu, pour ne pas dire les intérêts des pays développés. Et cette création aussi s'explique par la réforme du système actuel. Et en 2008-2009, l'ex-président français Nicolas Sarkozy a déjà proposé la réforme de l'actuel système monétaire et financier. Cette initiative a été très bien accueillie à l'époque par des pays industrialisés ou des pays en développement. Donc cette création de banque de développement participe aussi de cette réforme en vue de réformer bien sûr l'actuel système. Et c'est un besoin aussi d'institutionnaliser les BRICS qu'on a envie de créer cette banque de développement, je pense aussi, parce qu'une institution multinationale est indispensable à l'économie mondialisée, caractérisée par les échanges financiers. Donc maintenant, il y a une inquiétude concernant si la Banque des BRICS va entrer en conflit avec la Banque mondiale et le FMI. Bon, il pourrait y avoir une concurrence saine entre les institutions financières que les pays de BRICS créeront et les institutions internationales existantes, comme la Banque mondiale ou le FMI. Je pense que le succès même, le succès économique et de développement social des pays de BRICS montre que finalement, les pays du Sud, les pays en développement, ont probablement leurs propres moyens de développement et leur propre modèle de développement. Et la création des institutions à eux-mêmes reflète d'une certaine manière cette volonté de montrer un nouveau chemin de développement aux autres pays en voie de développement. Mais surtout avec cette création de banques, on voit que les membres ont la possibilité de régler leurs comptes en leur propre monnaie, ce qui signifie un détour du dollar. Pensez-vous que la prédominance de dollar et de l'euro est en menace? Je pense que dans un avenir proche, c'est-à-dire visible, etc., le dollar sera toujours la monnaie prédominante dans le système international, monétaire international. Eh bien, mais les pays émergents, vu la proportion de leur économie dans le système économique mondial, sont appelés à développer davantage leur système monétaire à eux-mêmes, parce que avec la crise financière internationale, maintenant, les investisseurs, même internationaux, ont de moins en moins de confiance en dollar américain ou en euros, parce que le dollar américain, vu le niveau d'endettement des États-Unis, du gouvernement américain, du gouvernement fédéral américain, eh bien, on est en droit de poser des questions sur la crédibilité du gouvernement fédéral américain à l'avenir. Parce que le niveau d'endettement actuel des États-Unis a dépassé 100% de sa PIB. Ce qui montre que finalement, eh bien, les dettes vont augmenter sans cesse dans l'avenir.
Et ça poserait des problèmes de crise, de dette souveraine, comme en Europe par exemple. Donc, on peut dire que cette création, ça représente une diversification de la monnaie dans le monde entier. À la fin. Au début, on a commencé parce que la Chine a signé des contrats de swap, c'est-à-dire d'échange de monnaie avec les autres pays membres de BRICS, en particulier avec la Russie, avec le Brésil, avec l'Inde, etc., etc. Cela va continuer. La Chine fait ce genre de choses aussi, ce genre d'opérations, avec d'autres pays, avec le Japon, la Corée du Sud, avec d'autres pays émergents et quelquefois avec des pays développés. Et tout cela contribuera à l'internisation de la monnaie chinoise et aussi contribuera d'une certaine manière à la diversification de ce système monétaire international. Et on voit aussi qu'une question pour Madame Tai, c'est la participation du sommet du président chinois Xi Jinping entre dans le cadre de sa première apparition sur la scène internationale. Donc, comment percevez-vous son style et la nouvelle orientation de la politique étrangère de la Chine? Cette première visite officielle du nouveau président chinois a déjà fait couler beaucoup d'encre dans la presse en Chine comme à l'étranger. Moi, je résume mon point de vue en 3 mots: clarté, confiance et courage. Par la clarté, je veux dire les priorités diplomatiques sont très bien affichées. C'est la Russie, les BRICS et l'Afrique. Donc en Russie, la visite a réalisé des percées historiques en signant notamment des accords dans le domaine énergétique. En Tanzanie, alors on a aussi parlé, par exemple, du crédit chinois envers l'Afrique sur les 3 ans à venir. C'est un crédit qui s'élève à 20 milliards de dollars américains. Donc c'est vraiment un chiffre qui va permettre à ce partenariat de perpétuer. Alors le deuxième mot, c'est la confiance. Donc c'est-à-dire le fait d'afficher clairement les priorités diplomatiques montre la confiance du président chinois et de la diplomatie chinoise en l'avenir de la Chine, de l'Afrique et des BRICS en général. Par le mot courage, bien sûr, comme les BRICS est une entreprise inédite, il faudrait bien sûr être courageux pour se lancer dans cette entreprise. Un autre exemple, c'est la première dame chinoise. Comme c'est la première pour la Chine, oui, c'est la première fois qu'elle accompagne le président dans son déplacement officiel. Elle aura son propre programme, elle prononce un discours public en marge du sommet. Tout cela ne serait pas possible sans courage. Il faut dire que cela ne fait pas seulement beaucoup d'encre à l'étranger, mais en Chine aussi, cela fait beaucoup d'encre. Et comment vous avez évoqué que l'entreprise des BRICS, c'est une entreprise inédite, donc on a préparé un reportage sur la création des BRICS et son développement. Regardons ensemble. Au début, le bloc BRICS ne comportait que 4 économies émergentes et était dénommé les 4 pays BRIC. Une formule utilisée par l'économiste américain Jim O'Neill en 2001. Cette appellation désigne les 4 pays émergents dont la superficie et la population sont parmi les plus importantes et dont l'économie est fort dynamique, à savoir la Chine, le Brésil, la Russie et l'Inde. En décembre 2010, le groupe BRIC a intégré d'un commun accord l'Afrique du Sud. Dès lors, la formule les 4 pays BRIC est devenue les pays BRICS. Les pays BRICS représentent actuellement à hauteur de 20% du PIB mondial, 15% des échanges commerciaux mondiaux et possèdent 4 300 milliards de dollars de réserves de devises étrangères. Après l'éclatement de la crise financière en 2008, les économies des pays BRICS se sont vite redressées et leur croissance ont joué un rôle positif dans la lutte contre la crise financière internationale. Bien que les blocs économiques, comme les États-Unis et l'Union européenne, occupent toujours une place dominante sur l'échiquier économique mondial, la force motrice de la croissance mondiale serait assurée en partie majeure par les pays en voie de développement et les économies émergentes, dont les pays BRICS. Or, le développement économique de chacun des pays BRICS est confronté lui-même à un goulet d'étranglement à cause d'une structure économique peu équitable et des différences régionales évidentes. Dans ce contexte international marqué par la persistance de la crise et l'incertitude de la reprise, les marchés émergents et les pays BRICS ont raison de ralentir le rythme de croissance. Alors, des bruits se faisaient entendre pendant un certain temps que le groupe BRICS perdait sa légende.
Et François Lafargue, un professeur à l'ESG Management School, a dit une fois, si dans quelques années les historiens devaient trouver un événement symbole de l'avènement des pays émergents, ils pourraient retenir le sommet de Pittsburgh en 2009. Il s'agit du premier sommet des BRICS. Donc le sommet entre dans son 5e année déjà. Donc Madame Dai, comment jugez-vous les résultats qu'ils ont obtenus? Alors après un cycle d'existence de 5 ans, maintenant, l'institutionnalisation s'inscrit à l'ordre du jour. Cette institutionnalisation, je pense, permettra aux BRICS d'avoir une meilleure visibilité sur la scène internationale. À part le sommet qui se tient annuellement entre les chefs d'État des BRICS, il y a d'autres occasions de rencontres entre les dirigeants des BRICS. Aux Nations Unies, par exemple, il y a toujours des conférences entre les ministres des Affaires étrangères de BRICS. Il y a aussi au sommet, par exemple la conférence sommet sur le changement climatique, etc. Et bien il y a aussi, en marge de cette conférence, il y a des rencontres entre les chefs d'État de BRICS. Et même avant... Même au ce qu'on appelle le G20, au sommet des G20, eh bien aussi les chefs d'État de BRICS se réunissaient pour discuter des problèmes entre eux. Donc, les mécanismes de BRICS sont souples mais réguliers. Ce qui montre que ces pays de BRICS ont sur la scène internationale des intérêts et des positions plus ou moins communs. Mais comment expliquez-vous cette position commune, à savoir que les pays BRICS sont très hétérogènes l'un avec l'autre? Quand même. Si on regarde dans le détail, eh bien, les pays de BRICS se situent à des niveaux différents de développement économique. Et ils se situent aussi, si on partage le monde selon la tâche de la division du travail, etc., eh bien, ils partagent des positions différentes dans une division internationale du travail. Et le Brésil et la Russie sont plutôt des pays producteurs d'énergie et de ressources naturelles. Oui. La Chine et l'Inde sont plutôt caractérisées par leur capacité de main-d'œuvre et de production industrielle. Et bien, l'Afrique du Sud est un cas un peu particulier parce que l'Afrique du Sud s'est rejoint au groupe de BRICS, mais c'est un pays relativement peu développé par rapport aux autres pays de BRICS. Mais c'est tout de même un pays avec un grand potentiel de développement. Et c'est un pays qui a à sa disposition tout le continent africain. Donc, symboliquement, c'est un représentant très important dans ce domaine. Mais les positions où le passé commun de ces pays, c'est que ces pays ont été successivement plus ou moins réprimés par des puissances coloniales, occidentales, etc. Ils ont un passé similaire. Et en plus, ils ont une volonté de défendre des positions communes dans le domaine de l'industrialisation, dans le monde de changement de climat, de changement climatique, etc., etc. Il y a de plus en plus de positions communes de ces pays BRICS sur les affaires internationales. Mais pour le moment, on a vu dans le reportage aussi que, en raison de la crise économique mondiale, la croissance de tous ces pays BRICS s'est ralentie aussi. Donc, comment ils peuvent faire des efforts en commun pour maintenir la croissance, Madame Dai? Je pense dans le domaine économique, il faudrait continuer la croissance. Et d'ailleurs, les BRICS ont la capacité de le faire. Sur fond de crise, ils ont maintenu quand même, bien sûr, la croissance s'est ralentie, mais il y a quand même une croissance beaucoup plus importante que dans d'autres pays industrialisés, par exemple. Donc, ils ont vocation à développer davantage l'économie. Dans le domaine politique, ils ont intérêt à approfondir leur dialogue et profiter mieux leur complémentarité géopolitique.
Et on sait que l'acronyme BRIC a fait sa première apparition en 2001 déjà. C'est un banque d'investissement américain qui a lancé cette notion. Mais est-ce que c'est la crise en 2008 qui a accéléré sa formation? Et pensez-vous que les BRICS a une vraie influence sur la sortie de la crise mondiale? Je pense que, bien sûr, la sortie de crise dépend principalement des pays en crise. Mais d'une certaine manière, comme les pays membres des BRICS ont un taux de croissance, même au milieu de la crise financière internationale, ils ont un taux de croissance convenable, ce qui contribue à maintenir une espèce de croissance mondiale convenable. Et c'est leur contribution, et ça crée des opportunités de commerce et d'investissement, même pour les autres pays en voie de développement et pour les pays développés d'une certaine manière. Cela montre donc la force des pays BRICS dans l'économie mondiale. Et je ne pense pas que ces pays BRICS puissent tirer, comme locomotive de l'économie mondiale, faire sortir les pays développés de la crise. C'est loin de là. C'est loin de là, mais c'est une force non négligeable de l'économie mondiale, et probablement de plus en plus les BRICS auraient un rôle important à jouer dans l'économie mondiale, parce que toujours selon les prévisions de cette banque d'investissement américaine, Goldman Sachs, eh bien, les pays BRICS représenteront dans 10 ans l'équivalent des pays de l'OCDE, c'est-à-dire l'équivalent des pays développés. Eh bien, à ce moment-là, l'économie mondiale sera complètement changée, et les économies en développement seraient à parité avec le monde développé. Eh bien, ce sera un autre monde. Et on voit que maintenant, il y a beaucoup de pays, il y a plusieurs, par exemple l'Égypte a déclaré sa volonté d'entrer dans le groupe BRICS. Est-ce que l'organisation est prête d'avoir de nouveaux membres? Oui, je pense que c'est tout à fait envisageable, mais est-ce que c'est dans un prochain avenir? Ça se discute. Effectivement, ce n'est pas un club fermé. Et j'ai lu aussi la déclaration du président égyptien. Il souhaite d'ailleurs de renommer BRICS et BRICS, où la lettre E signifie Égypte. Oui. Je pense aussi au Nigeria, parce que c'est un pays africain qui est en forte croissance démographique et économique. Mais l'Indonésie en Asie attire plus mon attention. Récemment, elle a signé un contrat d'achat pour acheter 234 Airbus en France. Et c'est un contrat qui est qualifié de contrat du siècle. Le seul contrat assurera à Airbus 5000 emplois en 10 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui impressionne. L'Indonésie a une très belle perspective. Elle est riche en ressources naturelles, elle a une croissance soutenue aussi, constante d'ailleurs, depuis une décennie. Elle a un secteur des services très florissant, surtout sur le plan géopolitique. Elle occupe une place de carrefour dans l'océan, parce qu'elle est transcontinentale entre Asie et Océanie. Et le détroit Malacca lui assure une position géostratégique incomparable. Mais il y a des gens qui sont sceptiques envers l'avenir de BRICS en disant que bon, tous ces pays sont quand même très dispersés et très différents culturellement, économiquement ou politiquement. Le BRICS, comme on a vu dans le reportage, perdrait sa légende en raison de la rivalité des concurrents.